Alors, je remercie tout particulièrement Christian Movina, qui a choisi cette salle des fêtes. En fait, je plaisante parce que c'est que la salle des fêtes de Ruffec était déjà prise. C'est pour ça qu'il est venu ici. Mais je le remercie quand même parce que ça me fait vraiment plaisir. C'est juste une boutade. Donc, vous connaissez la situation aujourd'hui. Je crois que c'était important qu'on puisse se rencontrer au-delà de ces élections européennes, parce que là, c'est très important ce qui va se passer là dans un mois. Je crois que c'est aussi le moment que l'on puisse se retrouver tous ensemble pour pouvoir continuer derrière une campagne qui est de plus en plus difficile à mener, puisque on a les médias contre nous, on a les politiques aussi contre nous, on a beaucoup de choses contre nous. Il y a des gens qui sont soi-disant apolitiques, il y a des autres qui sont fascistes, vous avez un peu de tout. Et donc pour nous, qu'on puisse se retrouver dans ce chemin, ben c'est pas facile. Donc je salue quand même le courage de nos deux camarades là, qui se présentent aux élections européennes, parce que c'est pas facile, c'est une élection qui est pas du tout médiatisée. Ils préféraient même que ça se passe comme ça, entre eux, sans qu'il y ait vraiment de publicité par rapport à ça. Donc je crois que c'est courageux, il faut continuer comme ça. Bon, nous on est derrière, bien sûr, c'est facile, mais l'Europe pour nous, ça nous paraît loin, éloigné, alors que c'est si proche. Parce que c'est à cause de l'Europe, ou ça peut être grâce à l'Europe, si aujourd'hui on vit tous les jours tous ces problèmes de société. Et donc je crois qu'on peut lier ce qui se passe au niveau de notre gouvernement avec la situation européenne. De toute façon, je pense que c'est très important d'en parler. Donc voilà, alors moi ce que je voulais vous dire, c'est que je suis toujours présent à vos côtés et je serai toujours là quand vous aurez besoin. On sera toujours heureux de vous accueillir. Et puis de toute façon, toi tu es déjà députée européenne sortante. Donc tu connais déjà le métier. Je ne connais pas à côté, non, c'est ta première... c'est ma première élection. C'est ta première élection. Oui, par contre. Donc c'est bien, il nous faut des gens comme ça, motivés. Voilà, allez, je vous souhaite une bonne soirée à tous et puis un bon meeting. Qui, malgré ses problèmes de santé, a tenu à être présent ce soir. Je vais vous présenter donc Stanislas et Marie-Pierre, et puis ensuite je leur donnerai la parole. Stanislas Boger est chauffeur routier, il habite à La Rochelle, il est 15e sur la liste menée par Yann Brossard, il est syndicaliste, faut du courage sûrement dans ce métier pour être sur les routes et en même temps se battre pour les revendications des collègues. Stanislas est intervenu devant le Parlement européen à Strasbourg avec les routiers, les chauffeurs routiers, pour défendre leurs revendications et leurs conditions de travail, et pour mettre en échec le dumping social et le travail détaché. Merci à lui, et c'est un honneur pour nous qu'il ait accepté d'être sur la liste du Parti communiste. Marie-Pierre Vieux, Marie-Pierre, vous la connaissez, elle est députée, elle est dirigeante du Parti communiste, mais elle est députée européenne depuis 2017. Elle a remplacé, vous le savez, Jean-Luc Mélenchon, qui a dû démissionner du mandat européen parce qu'il a été élu député dans la circonscription de Marseille aux législatives. Marie-Pierre est éditrice et elle est beaucoup engagée dans sa ville de Tarbes, et notamment sur les sujets culturels. Au Parlement européen, elle est très active sur les questions des services publics, de l'emploi et de la réindustrialisation. Elle a commandé un rapport sur la sécurité alimentaire, qu'elle a d'ailleurs travaillé avec les paysans, la Confédération paysanne, les agriculteurs dans sa région. Elle est également donc aussi engagée sur les questions de la PAC, et nous avons reçu ce soir des syndicalistes de la Confédération paysanne qui nous ont laissé voir, entendre, comprendre la situation de l'agriculture française. Et puis elle mène le combat aussi contre la privatisation des barrages hydrauliques, dont on parlera peut-être, mais il y a tellement de sujets à aborder. Alors je laisse la parole à Marie-Pierre ou à Stanislas. Bien, merci d'être venu.
ici ce soir. Donc je vais me présenter. Je suis Stanislas Boger, effectivement je suis conducteur routier. J'ai 39 ans. Je suis conducteur depuis bientôt 21 ans maintenant. J'ai commencé ma carrière de conducteur en faisant du convoi exceptionnel où j'ai sillonné à peu près toutes les routes de France, mais surtout, principalement, les routes d'Europe et notamment d'Europe de l'Est. Et petit à petit, j'ai pris un tournant, j'ai pris un engagement syndical, militant, puisque je me suis aperçu que les conditions de travail dans la profession étaient exécrables, qu'il n'y avait pas d'arrangement. Donc mon engagement a été de plus en plus fort. J'ai monté le syndicat des transports routiers en Charente-Maritime en 2012. Puis j'ai pris un peu plus d'élan pour essayer de défendre ma profession du mieux que je le pouvais. J'ai intégré la Fédération des transports routiers CGT au niveau national, dont je suis maintenant un des premiers dirigeants. Et depuis l'année dernière, je m'occupe de tout ce qui est de tout le relationnel et de toutes les affaires qu'il y a nationales, mais principalement internationales et européennes pour la Fédération des transports CGT. Et c'est là que j'ai rencontré Marie-Pierre au Parlement européen, puisque pour la Fédération et pour le syndicat des transports européens dont je fais partie aussi, je vais régulièrement, soit à Bruxelles, soit à Strasbourg, au Parlement européen, pour défendre d'une part la cause des travailleurs de la route, mais plus généralement la cause de tous les travailleurs. Et on a eu une activité extrêmement riche depuis 1 an et demi bientôt, avec la négociation du paquet mobilité européen, où on a eu affaire en face de nous à des lobbies extrêmement puissants. Et c'est là que je me suis aperçu le rôle du député européen qui était vraiment central, qui était prépondérant. J'ai vraiment eu, et je remercie Marie-Pierre et le Parti communiste, pour pouvoir voir de près comment l'Europe fonctionne, mais aussi aider à cette construction. Donc quand Marie-Pierre m'a demandé d'être sur la liste pour les européennes conduite par Yann Brossat, dans un premier temps, j'ai quand même eu peur, oui, effectivement, puisque ce n'est pas un acte anodin que de se présenter à des élections qui plus est européennes, mais le militant a repris le dessus, et quand on voit comment est construite l'Europe depuis des années, puisqu'on construit une Europe qui est uniquement basée sur la finance, une Europe libérale, et depuis toutes ces années, aucun gouvernement successif ne s'est occupé des peuples. Aucun. On a juste créé la concurrence entre les peuples. Et à chaque fois qu'on a fait rentrer un pays pour construire l'Europe, on s'est servi de ce pays qui serait le pays où il y aurait le plus bas coût, et c'est là qu'on créerait la main-d'œuvre. Et du coup, le principe de concurrence libre et non faussée, il n'y est plus. Puisqu'on ne peut pas mettre en concurrence un travailleur qui va travailler, que ce soit en Roumanie, en Pologne ou en Hongrie, pour 300 € par mois, on ne peut pas le mettre en concurrence d'un salarié français, français, luxembourgeois ou néerlandais. En plus du salaire, il y a tous les éléments qui constituent le salaire. Nous, on a la chance, parce qu'on s'est battu, et il faudra encore se battre pour pas qu'on nous l'enlève. On a la sécurité sociale, l'assurance chômage, l'assurance vieillesse. Bien souvent, dans les nouveaux entrants, ils n'ont que leur salaire. Si malheureusement ils se cassent une jambe en travaillant,
eh ben, il faut qu'il se débrouille pour rentrer à son domicile comme il peut. Ce ne sera pas à la charge de son employeur. Ils n'ont pas la sécurité sociale, ils n'ont pas l'assurance vieillesse, l'assurance chômage. Donc on ne peut pas être mis en concurrence, c'est pas possible. Donc il faut impérativement que ce genre de pratique change, et c'est pour ça que dans le paquet mobilité, on s'est battu vraiment comme des acharnés, déjà pour la directive détachement, qui malheureusement a été votée, mais pas comme on le voulait. C'est un léger pas, même si ce serait presque un pas, peut-être pour se donner bonne conscience en disant qu'on prend en compte les travailleurs détachés. Parce qu'il faut le savoir, jusqu'à présent, la directive détachement ne s'applique pas aux travailleurs, aux conducteurs routiers. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a vu depuis ces 10 dernières années proliférer des entreprises dans les pays de l'Est qui viennent faire travailler leurs conducteurs sur les territoires occidentaux, mais il ne faut pas se voiler la face. Hein. Les patrons de ces entreprises-là, c'est des patrons français. Hein. Et même un des premiers grands groupes, c'est la SNCF, par ses filiales, qui pratiquent le cabotage irrégulier. Donc on a essayé de mettre un frein à ça. Malheureusement, on a fait un petit pas. Mais toutes les directives, et moi c'est comme ça que je vois les métiers de la route, on est géré que par l'Europe. Donc, quitte à être géré par l'Europe, autant bien l'écrire, cette Europe. Quand on voit ce qu'on nous a proposé en face, l'allongement, donc c'est certainement pour protéger les peuples, l'allongement de la durée de conduite, la réduction de la durée des temps de repos, ça doit certainement être pour protéger les salariés. On s'est battu, vraiment, on a gagné là-dessus, pas plus de conduite, pas moins de repos, on a gagné là-dessus. Mais ça a été une bataille acharnée. Et en face de nous, on n'avait pas un clivage gauche-droite, mais un clivage est-ouest, où vraiment le capital a tout son enjeu à faire. Et c'est pour ça que, quand Marie-Pierre m'a demandé si je voulais participer à cette campagne, si je voulais être aux côtés d'Ian Brossat, c'est pour ça que j'ai dit oui, pour toutes ces raisons. Puisque effectivement, si on veut construire une Europe, il faut la faire c'est son peuple qui doit faire l'Europe. Et ce qui nous représente actuellement au Parlement européen, quand on voit qu'il n'y a que 3 ouvriers au Parlement européen, ça ne reflète pas l'Europe. Donc effectivement, la liste de Ian Brossat, elle reflète vraiment ce qu'est la population française, la population européenne. C'est des ouvriers, des employés. Parce qu'au Parlement européen, il n'y en a pas. Donc pour toutes ces raisons, j'ai accepté de faire cette campagne et je remercie vraiment le Parti communiste et Ian Brossat de me faire confiance pour me battre à ses côtés. Donc on compte sur vous pour parler, expliquer que l'Europe c'est extrêmement important, puisque, et je l'ai encore vécu il y a même pas un mois de ça, un camarade, militant CGT, qui a fait quasiment toutes les manifs, bon, celle de la CGT, il les a toutes faites, ça, il n'y a pas de... Mais celle avec les gilets jaunes, il en a fait énormément. Et il demande plus de démocratie sociale. Et quand je lui ai dit que je venais chercher les papiers à la mairie, parce que j'étais candidat aux européennes, il m'a dit « Oh, les européennes, non, c'est loin, c'est Bruxelles, c'est l'Europe, ça ne nous regarde pas. » Mais non, au contraire, c'est vraiment la vie de tous les jours. Tous les jours, que ce soit les normes environnementales, que ce soit les normes alimentaires, tout est régi par l'Europe.
Donc autant que ce ne soit pas fait par des lobbies industriels, mais que ce soit fait par des gens qui savent ce que c'est que de travailler pour vivre. Voilà, merci. Bonjour à tous. Alors Stanislas, il a bien parlé, puis vous verriez, il se bat très bien. Et c'est vrai que la bataille le paquet mobilité, c'était les routiers. Et donc, il faut bien voir quand même, je le dis maintenant, je le redirai dans mes propos, mais ce qu'est le travail sur la route. Tu peux nous dire combien tu travailles et combien c'est la durée légale par semaine, Stanislas? Alors c'est 56 heures. Voilà. Mais ça c'est pour, entre guillemets, les feignants ne feraient que 56 heures. Parce que dans notre métier, si on fait moins de 60 heures, c'est pas normal et on va se faire engueuler par le patron. Et quand il a dit tout à l'heure, il voulait nous faire travailler plus et avoir moins de temps de repos, il poussait le vice à dire mais on va construire 400 000 aires d'autoroute avec le Wi-Fi. Et pendant quelques temps, on s'est dit mais pourquoi il va faire 400 000 aires d'autoroute avec le Wi-Fi? Et en fait, c'était que le Wi-Fi, il pouvait voir la télé depuis la cabine et dormir dans les cabines encore plus. Comme ça, hein, dès qu'ils avaient dormi, hop, sur la siège et on repart travailler. Donc c'était vraiment cela qu'ils voulaient développer au plan européen. Et il faut voir le courage des routiers CGT, des routiers français, de ce qu'on a appelé ETF, c'est-à-dire leur syndicat européen, et comment on a pu faire le va-et-vient entre des députés, comme ceux de notre groupe, dans la GUE, la Gauche Unie Européenne, mais également des députés de gauche français. Et il a raison, pour faire progresser un axe qui faisait qu'à un certain moment, eh bien, on faisait grandir le pot commun et qu'on était confronté aussi à des pays aux législations sociales qui sont plus basses, et donc des pays de l'Est, qui pensaient que si on harmonisait vers le haut, eh bien, eux allaient perdre. Donc on a mené toute cette bataille, et c'est utile de le dire parce que c'est ça, justement, l'action au plan européen. Et donc moi, pour faire une entrée en matière très simple, moi je suis Marie-Pierre Vieux, donc en effet, Simone l'a dit, j'ai été élue à la faveur de l'élection de Jean-Luc Mélenchon en 2017 au Parlement français, et donc je suis devenue députée européenne. Je vous avoue que quand je suis devenue députée européenne, pour la première fois de ma vie, j'ai eu peur. Parce que quand on arrive dans cette institution, y compris physiquement, quand vous voyez les locaux, Bruxelles ou Strasbourg, vous êtes vraiment physiquement étouffé sous le poids de l'argent, mais sous le poids de l'administration également. Et donc, il a fallu que je trouve ma place assez rapidement, que je sois utile. Et donc, on a fait une partition très simple dans les rôles, puisqu'on était trois. Il y avait déjà Patrick Le Yarrick, que vous connaissez, qui est le directeur de l'Humanité, qui lui s'occupait des traités de libre-échange, plus particulièrement, et puis également de la commission emploi. Marie-Christine Vergiat, qui n'a pas sa carte du Parti communiste, mais qui, depuis 2 mandats, a accompagné, ce qu'on appelle une sympathisante, et elle s'occupait des libertés, et puis également de toute la question des migrants. Et donc, moi, j'ai pu investir donc ce qu'on a appelé les commissions sociales du travail. Et donc, je suis rentrée directement à la commission budget, je vais en parler un petit peu, et puis également à la commission transport, ce qui m'a permis de rencontrer Stanislas. Et j'ai encore écopé de l'intergroupe service public, ce qui m'a permis donc de pouvoir travailler sur des questions qui croisaient ma vie locale, parce que moi je suis comme vous, je suis issue d'un territoire rural, j'habite les Hautes-Pyrénées, Tarbes plus précisément, et donc finalement je me suis dit qu'en partant des problématiques budgétaires, c'est-à-dire la PAC, la cohésion sociale, et des problématiques de services publics, tout ce qu'on vit, hein, et puis des problématiques également des transports, puisque je prends le TGV et qu'on vient de nous supprimer à nous aussi l'année dernière les trains de nuit, et ça me permettrait de faire mon travail politique, tout simplement, et faire le va-et-vient, avec la difficulté qu'il y a que l'Europe n'est pas une institution de proximité, mais essayer de rendre l'Europe à taille humaine et voir justement, ce que je voudrais vous prouver ce soir, c'est que l'Europe n'est pas une main invisible au-dessus de nos têtes qui ne serait pas arbitrée par des choix politiques, mais au contraire est le produit de choix politiques que nous pouvons contrer tout à la fois en développant des rapports de force,
mais également en faisant grandir des alternatives politiques que nous voulons rendre majoritaires. Alors on en est où de la construction européenne, justement? Je crois qu'il faut bien voir, et c'est tout l'enjeu, me semble-t-il, du 26 mai, qu'aujourd'hui on est à un carrefour. Depuis 35-40 ans, bien avant, puisque c'était dans les années 50 qu'on a commencé à travailler les questions européennes, mais singulièrement depuis le milieu des années 80, avec l'acte unique, on a ossifié une Union européenne qui est une Union européenne dévolue au marché. Alors il y a eu l'acte unique dans les années 80, rappelez-vous, entre nous soit dit, c'est Jacques Delors quand même qui l'a commis. Il y a eu ensuite Maastricht en 92, et puis le TCE en 2005 qui a donné lieu au traité de Lisbonne, où progressivement donc, on a fait quoi? On a ossifié une construction européenne où la règle est la concurrence, la compétitivité économique, et où donc les solutions qui sont assénées au quotidien, on les connaît bien, c'est les recettes de Macron en France, c'est-à-dire réduire l'espace public, c'est-à-dire développer la mise en concurrence et le dumping social, et puis c'est progressivement réduire les droits salariaux, les droits humains, et réduire tout ce qui peut être d'aspiration sociale et environnementale. Et donc, ce qui me paraît important de voir, c'est qu'au bout de ces 35 ans de marché unique de l'Union européenne, aujourd'hui quand même on est confronté à une question lourde. Et c'est cette question qui vient dans le débat politique le 26 mai, même si en effet on essaie de nous l'éloigner et de ne pas la politiser. Mais l'Union européenne aujourd'hui, telle qu'elle a été construite, capitaliste, on peut dire le mot, eh bien c'est un échec. L'Union européenne, c'est 87 millions de pauvres. C'est 85 millions de précaires énergétiques. C'est beaucoup de pays de l'Union européenne qui ont des seuils de 20-22% de chômeurs. Et pas très loin de chez nous, c'est le cas de l'Espagne. C'est le cas évidemment de la Grèce avec la Troïka et la manière dont ils ont brisé l'effort de Tsipras et de Syriza pour essayer de construire quelque chose d'autre. Mais c'est également 26% de chômeurs et de précaires énergétiques en Allemagne, c'est-à-dire au cœur même de pays qui apparaissent comme les premiers de la classe, comme on dit. Et donc, cette situation-là, aujourd'hui, elle concourt à quoi? Elle concourt à construire des sociétés à plusieurs vitesses, et elle concourt surtout à faire que l'Europe, elle est aujourd'hui honnie par beaucoup des Européens. Beaucoup se disent que la solution pourrait être d'en sortir. Le problème, c'est qu'on peut sortir de l'Europe, je le dis souvent. Ça ne veut pas dire qu'on sort des politiques capitalistes qui y sont menées. Que l'Angleterre, en ce moment, la Grande-Bretagne, nous montre bien qu'on peut faire un Brexit et se retrouver dans un pays capitaliste avec des législations beaucoup plus nationalistes, mais pas de bouger au plan social du terme. Et donc, la question est posée, moi, me semble-t-il, il y a une triple question à ces élections. C'est que soit on continue dans les politiques qui ont été assénées ces dernières décennies, qu'on décide de relancer la construction européenne, sur un modèle néolibéral. C'est ce que propose Macron, avant-hier soir d'ailleurs, ou il y a 3 soirs quand il a parlé. C'est-à-dire encore plus de réduction du périmètre public, encore plus de mise en concurrence, encore plus d'efforts de la part des populations avec on s'en prend aux niches, on s'en prend à la sécurité sociale, on s'en prend aux retraites, on s'en prend au coût du travail. Bon, ça c'est une solution. Mais cette solution, à court terme et à moyen terme, elle amène à la deuxième solution. C'est-à-dire que plus de libéralisme, plus de capitalisme aujourd'hui, ça amène à plus de nationalisme et à montée des extrêmes droites. À l'échelle européenne, regardons bien. On est 751 députés aujourd'hui. Dans le groupe GUE, Gauche Unie Européenne, on est 52. Les Verts sont 51. Les sociodémocrates, alors avec le fait que dans les sociodémocrates, il y a de tout. Il y a de la droite, il y a de la gauche, il y a du centre, et il y en a qui sont nulle part. Mais grosso modo, ils sont 250. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, il y a déjà essaimé un peu dans divers groupes plus de 150 députés d'extrême droite. C'était avant l'Allemagne, c'était avant l'Italie,
C'était avant, y compris, même si c'est intéressant le scrutin d'hier en Espagne, des forces émergentes au plan européen comme Vox, c'est-à-dire l'extrême droite espagnole. C'était avant les derniers sondages en France. Et donc ça veut dire que cette solution de repli nationaliste, de régression et de fascisme, il faut dire le mot pour ce qu'il est une hypothèse qui peut, à moyen terme, être une hypothèse viable en termes de nombre au Parlement européen. On est dans la première fois historiquement confronté au fait qu'on aura des commissaires européens, après ce mandat, d'extrême droite. On peut avoir un commissaire européen d'extrême droite italienne, par exemple. Et donc, face à ça, l'hypothèse et la perspective qu'on défend, les communistes, ben, c'est ni la voie de néolibéralisme, ni la voie du fascisme, mais la voie de remettre à plat la construction européenne, c'est-à-dire de pousser les contradictions, les rapports de force, sortir des logiques des traités actuels et commencer à construire les bases fondamentales d'une autre Europe. Alors bien évidemment, quand je dis ça, ça ne se passe pas dans l'abstrait, au-dessus des peuples, mais ça se passe à la fois dans les mobilisations qu'on peut construire ici et maintenant, autour des fermetures, contre les fermetures de services publics, ou pour avoir plus sur la PAC. Ça se construit au niveau national, en contrant les politiques de Macron et en commençant à travailler les bases d'un après-Macron sur une alternative à vocation majoritaire. Et ça se construit évidemment au Parlement européen. Si on votait dimanche, et ça c'est l'équation que je travaille tous les jours, quoi qu'on en dise, si on prend les sondages, sur les 74 ou 79 députés qu'on élirait dimanche prochain, selon ce qui va se passer à propos du Brexit, eh bien aujourd'hui, il y en aurait moins de 20 de gauche. Et quand je dis de gauche, j'inclus le Parti socialiste. L'équation qu'on veut faire bouger dans les 3 semaines qui arrivent, eh bien c'est celle-là. C'est-à-dire à un certain moment, ne pas tomber dans ce que vient de dire Stanislas pour conclure, c'est-à-dire travailler à ce que tous les gens qui luttent, les communistes, les militants, mais également tous ces gens qui contestent les politiques libérales qui sont menées dans ce pays, qui ont mal au ventre du pouvoir d'achat en berne tel qu'on le vit aujourd'hui, eh bien ils ne se laissent pas voler le scrutin, ils s'emparent du bulletin et ils votent pour la liste qui va être utile pour faire en sorte que leurs revendications ici et maintenant, eh bien elles soient défendues à Bruxelles et qu'on puisse ouvrir une brèche qui nous permette en France de peser plus sur les politiques de Macron et au Parlement européen de peser plus sur les choix qui seront faits au Parlement européen. Ce n'est pas non plus quelque chose d'abstrait ce que je vous dis. On vient d'évoquer le paquet mobilité. Stanislas, il dit, l'hypothèse la meilleure, cabotage au premier tour, on n'a pas pu la gagner. On n'a pas pu la gagner de 15 voix. À 15 députés de plus, on pouvait avoir peut-être la meilleure solution. Le 4e paquet ferroviaire, la privatisation du rail qui a conduit à la réforme du printemps dernier, eh bien, ce 4e paquet ferroviaire au Parlement européen, il est passé de 24 voix. Donc voilà, c'est là-dessus qu'on veut travailler et c'est là-dessus qu'on veut avancer et c'est là-dessus qu'on veut construire l'utilité du vote Jan Broussa de la liste L'Europe des gens le 26 mai prochain. Alors ensuite, 3e point, c'est quoi un député européen, ça sert à quoi? Bien, je crois que quand je dis qu'il faut faire le lien entre le local, les luttes et l'Europe, eh bien, on le construit à partir des différents dossiers. J'en ai évoqué un certain nombre parce que je les connais bien. Par exemple, aujourd'hui, sur le budget européen, j'en ai d'ailleurs parlé dans une tribune aujourd'hui dans l'Humanité. On voit sur ce budget européen, qui va couvrir les 7 années qui arrivent, les orientations libérales que je viens de vous décrire. On a aujourd'hui plus de concurrence, mais pas que ça d'ailleurs. On a plus de concurrence et un acharnement qui grandit contre tous les gens qui luttent. Vous voyez ce qui se passe avec la criminalisation et les mises en examen des Gilets jaunes. On le vit un peu partout au plan européen. Tous les mouvements sociaux sont réprimés. Il y a une reconstruction très dure du néolibéralisme. Sur le budget, donc, il y a 2 postes budgétaires que les dirigeants européens aimeraient augmenter. C'est la défense européenne, avec un alignement sur les politiques de l'OTAN. Et puis, c'est dans le même temps,
le budget qu'on appelle Frontex. Frontex, c'est ce qu'on qualifie de politique sécuritaire, c'est-à-dire bien en particulier le fait de pouvoir accompagner aux frontières les migrants, c'est-à-dire l'Europe forteresse. Et dans le même temps, parce qu'on ne veut pas envisager d'aller capter des ressources nouvelles, eh bien dans le même temps, on propose de baisser 2 budgets. Le premier budget qu'on se propose de baisser, c'est la PAC. Pourtant, la PAC, c'est le premier budget de l'Union européenne. 37% et demi. C'est un budget de plus de 360 milliards. Baisser la PAC, et y compris réorienter la PAC encore plus qu'elle ne l'est vers les grands groupes agroalimentaires. Aujourd'hui, 80% des aides de PAC vont à 20% de l'industrie agroalimentaire. Ça veut dire que les gens qui veulent cultiver la terre, les gens qui veulent développer une culture ou une agriculture paysanne, eh bien, ils se voient confinés à ne pas pouvoir exercer le métier comme ils voudraient le faire. C'est pour ça d'ailleurs que tout à l'heure, les paysans de la Confédé paysanne nous parlaient de la question de la propriété de la terre, qui est une vraie question, avec y compris une réponse publique pour une part qu'on doit prendre. Bien, dans le même temps, on descend le budget de la PAC et on descend également un autre budget qui nous concerne dans nos territoires, notamment quand on est élu, c'est ce qu'on appelle les fonds de cohésion. Les fonds de cohésion, c'est les sommes qui vont alimenter les aides territoriales par le biais des régions et qui reviennent dans ce qu'on vit au quotidien sur la culture dans les territoires, sur des actions de solidarité également. Donc c'est ce parti pris-là idéologique qui est mené au Parlement européen. Dans le même temps d'ailleurs, quand je vous dis on aurait pu aller chercher des sommes nouvelles, quand on a commencé à travailler les questions budgétaires, on a dit ben oui, il n'y aura plus la contribution de la Grande-Bretagne, donc on pourrait réfléchir à une taxation des paradis fiscaux, ou alors à une taxation écologique. Alors là, quand on a évalué une taxation des paradis fiscaux, on a dû, donc le commissaire européen qui s'occupe de la question, qui est venu nous voir, il s'appelle Pierre Moscovici, et il nous a posé les bases d'une taxe Peanuts. Pour vous donner un ordre d'idée, les GAFA, vous savez, Facebook, Google, Amazon, tout ça. Si on les taxait annuellement au taux d'une entreprise moyenne, c'est-à-dire d'une PME française, chaque année, ils rapporteraient en volume budgétaire la moitié d'un Brexit, la moitié de ce que va nous coûter un Brexit. Donc Moscovici, ce n'était pas l'hypothèse qu'il nous posait. Donc il nous a posé une petite hypothèse, et puis immédiatement les Allemands ont dit « Ah ben non, quand même, on ne va pas commencer à taxer les GAFA ». Et puis au plan européen, vous le savez peut-être, mais on fait souvent une liste noire des paradis fiscaux à l'échelle mondiale. On omet de dire que Malte, l'Irlande, le Luxembourg, c'est des paradis fiscaux. Donc on a ces pays-là qui ont dit « Ben non, on ne peut pas toucher aux paradis fiscaux et on ne peut pas trop taxer les GAFA, sinon on aura des problèmes. » Et donc, qu'est-ce qu'il a fait Macron? Il a reculé. Alors c'est pour ça d'ailleurs, entre nous se dit que ça me fait rigoler quand il dit aujourd'hui en France qu'il va taxer les GAFA, il va falloir voir. Moi, ce que je sais, c'est que pour le moment, il ne rétablit pas l'ISF, la taxation des GAFA, on verra un peu plus tard. Et donc, ce qui est important de voir au regard de ce que je viens de développer, c'est que je viens de vous faire le constat, mais en même temps, l'entrée, c'est qu'on se bat. C'est qu'on se bat pour que le budget PAC ne soit pas diminué. Et on se bat avec des gens qui sont des gens des ONG. On se bat avec les paysans, évidemment. Et on se bat également avec des opinions publiques qui font grandir l'exigence d'une agriculture de proximité et d'une agriculture également qui tienne compte de questions nouvelles comme le réchauffement climatique. Vous savez, dans le groupe Goué, et Yann, c'est l'une des revendications qu'on a dans notre campagne, il y a l'idée qu'on veut ouvrir un droit européen à la sécurité alimentaire et à l'autosuffisance alimentaire. Tout à l'heure, je vous ai dit, il y a 87 millions de pauvres. Si demain, on décidait d'une PAC qui revalorise la question de l'agriculture de proximité, on pourrait répondre à cet enjeu alimentaire. Et on pourrait y répondre de manière à ne pas avoir d'un côté une agriculture pour les plus riches
et une nourriture pour les plus riches, et de l'autre côté, les fonds qui restent pour les autres. Et on trouve que c'est une grande question de société qu'on veut porter dans la campagne. Donc on essaie de faire grandir l'ensemble de cette dynamique, et pour l'heure, on n'a pas gagné, le cadre n'est pas arrêté de ce que sera véritablement le budget, mais je tiens à vous dire quand même que c'est une bataille, par exemple, qui grandit. Je voulais en évoquer une autre pour vous, c'est celle de la clause de non-régression. Vous avez vu que dans la campagne, c'est une des revendications qui viennent très fortement. Elle signifie quoi, la clause de non-régression? Elle signifie que quand on va prendre une décision au plan européen, il faut que cette décision, elle ne rabaisse pas une législation d'un pays membre. C'est-à-dire que l'harmonisation européenne se fasse toujours vers le haut et pas vers le bas. On le dit autrement, on dit s'aligner sur le statut de l'Européen le plus favorisé. C'est une vraie question concernant par exemple la question des services publics. Tout à l'heure, Simone l'a dit, j'ai fait faire un audit sur des directives de libéralisation des services publics. Parce que depuis 30 ans qu'on privatise ou qu'on libéralise les services publics, la Commission européenne, elle n'a jamais regardé ce que donnaient ces politiques finalement. On a toujours dit que privatiser ou libéraliser, parce que le premier stade, c'est toujours la libéralisation, ça allait amener à plus de qualité de service, ça allait amener à rabaisser les tarifications, ça allait amener à couvrir les nouveaux besoins. Et nous, on a pris 3 services publics, on a pris l'électricité, on a pris le rail et on a pris la poste. Et on a pris 4 pays européens, la France, l'Allemagne, l'Espagne et la Slovaquie. Et on s'est rendu compte, au moins de 2 choses très importantes. D'abord, c'est que toutes les directives de libéralisation, elles amènent à du moins-disant social, du moins-disant écologique, du moins-disant de tarification et du moins-disant d'égalité territoriale. Ça signifie quoi? Ça signifie que quand on libéralise, d'abord, le privé, il va sur les niches lucratives et pas sur les autres. Donc, on accentue les inégalités entre territoires ruraux et métropoles, mais également au sein même des métropoles, entre les quartiers dits populaires et les quartiers qui le sont moins. Je ne vais même pas dire les centres-villes, parce que les centres-villes ne sont pas toujours mieux lotis que les autres. Ensuite, les tarifications. Vous avez dû le vivre, peut-être sur la question de l'eau. Mais ce qui se passe en termes de tarification, quand on libéralise, dans un premier temps, il y a un effet d'aubaine. Sur l'eau, premier temps, on passe d'une régie à Veolia ou la Lyonnaise, les tarifs tombent un petit peu. Et puis après, très vite, il se passe ce que Stanislas a raconté, c'est-à-dire que les grands groupes privés, ils se mettent d'accord pour contrer la concurrence libre et non faussée et refaire monter les tarifications. Et donc, là encore, tout ce qui est pan social, explose. Entre nous soit dit, c'est ce qui peut se passer, par exemple, sur le rail, dans quelques années, et sur les tarifications qu'on pouvait avoir, notamment dans les régions. Ensuite, il y a la question des risques. On le voit très bien, là aussi, que ça soit sur le train, ou que ça soit encore sur l'électricité. Moi, j'ai des barrages hydrauliques dans mon département. Quand on a un service public, on a un intérêt général à défendre, tout simplement, donc une vision d'ensemble. Une vision d'ensemble qui part de l'usager, c'est-à-dire de la population, des besoins et de ce qu'il faut pour développer les populations et les territoires. Quand on a un partenaire privé, on n'a plus le même regard. Et donc, quand il s'agit du train, ça veut dire des accidents. Quand il s'agit de l'électricité, ça veut dire des fois des accidents d'ailleurs, mais surtout l'incapacité structurelle à répondre aux ruptures qu'il peut y avoir, par exemple, en termes d'énergie énergétique ou quand il y a une panne. Donc voilà, je voulais vous donner ça parce que c'est extrêmement important. Le fait de voir que le libéralisme, quand ça part dans ces niches, qui sont des niches qui échappent au marché, et des niches de redistribution sociale qui ont permis à des pays comme le nôtre de se bâtir, ça tue toutes les avancées collectives qu'on pouvait avoir. Et en même temps, cet audit, il montre quelque chose d'important, que là encore, je raccroche aux mobilisations et au fait que l'Europe, c'est un terrain d'affrontement,
c'est qu'une directive de libéralisation, c'est une feuille de route. Et qu'ensuite, la feuille de route, eh bien, c'est un gouvernement qui la met en place. Et que quand on prend les 4 pays de l'audit, bien les mêmes directives de libéralisation ne donnent pas la même déclinaison dans chacun des pays membres. Et en particulier, ça met Macron le nez dans ses responsabilités. Quand on libéralise le rail, on n'est pas obligé de casser le statut des cheminots immédiatement. Ça ouvre cette possibilité, mais on n'est pas obligé de le faire. Ça, c'est une décision de Macron. Quand on concède les barrages hydrauliques au privé, là encore, c'est une décision de Macron. Merkel ne prend pas la même. Mais pourquoi? Parce que Merkel, dans le développement du capitalisme allemand, décide pas de prendre la question industrielle et de l'eau et de l'électricité de la même manière que Macron, son effet de ruissellement et sa France start-up. Et donc, encore une fois, ça montre que la convergence entre le local, la prise nationale, les rapports de force et l'alternative, ça fait avancer des choses. Je voudrais vous dire encore, mais je vais après m'arrêter parce que vous le remarquerez, je suis quelqu'un qui parle beaucoup, qui suis toujours très longue, et donc il va falloir qu'on ait le débat, qu'il est des questions, me semble-t-il, qu'on ne pourra régler qu'à partir de l'Europe. Et que c'est pour ça que c'est important qu'on préempte ce terrain, qu'on le développe. J'en ai cité plusieurs. Les migrants, on pourra les régler qu'à l'échelle européenne. On ne va pas fermer les frontières et penser que la question s'arrêtera ainsi. La question du réchauffement climatique, idem. La question des paradis fiscaux. Tout à l'heure, j'ai dit, on en est là. Mais les opinions publiques, elles commencent à grandir. On le voit en France, avec les gilets jaunes, on le voit ailleurs. 1000 milliards de paradis fiscaux au plan européen. Imaginez, si ces 1000 milliards, on les met au service d'une banque centrale européenne réorientée, comment on peut développer et investir pour l'environnement, pour le social et pour répondre à nos besoins. Et puis ensuite, pour arriver à ça, bien évidemment, il faut sortir des carcans des traités, mais il faut se doter de plus de poids démocratique. C'est pour ça que nous luttons pour que les élus et les députés européens aient plus de poids par rapport à la Commission et par rapport au Conseil de l'Europe, qui est l'instance où se retrouvent les gouvernements. C'est également pour ça, et Yann, vous l'avez entendu, l'a dit très fortement à l'émission de TF1, qu'on se bat contre les lobbies. 40 lobbies par député européen. 28 000 lobbies au Parlement européen. L'Europe, c'est vraiment bien open bar pour les marchés financiers. Eh bien ça, il faut les encadrer pour un certain nombre d'entre eux, il faut les éradiquer. Et puis, il faut donner de plus en plus de poids. On s'est battu pour, on se bat en France, hein. On se bat pour une 6e République citoyenne en France, aux opinions publiques européennes et à la capacité du citoyen à avoir pignon sur rue sur le Parlement européen. Rappelez-vous, dans le traité constitutionnel européen, il y avait une charte des droits fondamentaux dans laquelle, dedans, il y avait un droit pétitionnaire. 1 million de pétitionnaires, eh bien, c'est la possibilité de poser et de porter une question au Parlement européen. C'est tout petit, mais c'est ce qui nous a permis, par 2 biais, d'entrer direct sur Bruxelles et de commencer à mettre le pied dans la porte et pousser. Le glyphosate, c'est comme ça qu'il est monté. La question, aujourd'hui, du droit à l'eau potable dans toute l'Europe, c'est comme ça qu'elle a été votée. Et dernièrement, en matière culturelle, la question de la taxation des GAFA pour payer les droits d'auteur sur Internet, c'est également par ce biais-là qu'on l'a fait grandir et que c'est devenu une question majoritaire qui a obligé les députés européens eh bien, à pouvoir légiférer et à être contraints plutôt de légiférer dans le bon sens. Alors voilà, je vais m'en arrêter là en revenant à ma première idée, que j'espère qui aurait été claire. C'est que vraiment, je crois que l'Europe, on y est aujourd'hui. Moi, j'ai ma fille de 11 ans, elle est française, mais elle est déjà citoyenne européenne, parce que ça fait partie aujourd'hui, comme ça a été contribue à faire notre vie de tous les jours. Et donc, c'est un terrain d'affrontement politique. C'est un terrain d'affrontement de classe. C'est un terrain dans lequel les communistes et les progressistes doivent s'investir. Les communistes, depuis ces 30 dernières années, il faut bien voir, me semble-t-il, et moi c'est toujours les raisons que je donne au vote pour Yann Brossat le 26, c'est qu'ils ont labouré ce terrain de l'Union européenne. Et quand on regarde les familles politiques du 26,
et qu'on cherche l'utilité du vote Ian Brossat, eh bien le vote communiste, c'est d'abord un vote qui a un esprit de suite et une cohérence. On s'est toujours battu contre la droite et l'extrême droite, on s'est toujours battu contre les politiques libérales, et en Europe, on s'est toujours battu non pas contre l'Europe, mais contre ces politiques libérales dans l'Union européenne. Et on n'a pas fait que le dire, nous. On l'a construit. Et on l'a construit chaque fois que ça a été à l'ordre du jour au travers des traités. Donc aujourd'hui, c'est ce sillon-là qu'on veut poursuivre. Et ensuite, le deuxième aspect que je donne, c'est que notre voix, on va la mettre au service d'une construction européenne anti-austéritaire, à la fois au plan français et à la fois européen. À la fois au plan français, parce que je crois que remonter l'influence du Parti communiste, eh bien, c'est se doter d'un socle de résistance et de construction à gauche, demain pour les municipales, et après-demain pour construire une alternative à Macron. Et quand on regarde ce qui se passe en Europe, j'ai dit ce qui était mauvais, il y a également des petits îlots qui commencent à grandir. Il y a le Portugal, il y a ce qui peut se passer dans les prochains mois en Espagne, si Pedro Sanchez décide de prendre la voie bien à gauche. Et donc en France, il faudra qu'on se situe dans ce courant-là et qu'on avance. Et puis également au plan européen, parce que la GUE, la gauche unie européenne, gauche verte nordique, eh bien c'est un groupe qui s'aime pour l'avenir et qui sera au lendemain du 26 le socle de résistance et de construction au Parlement européen. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit maintenant. Je pense qu'on a une belle liste. Je pense qu'on a des gens très motivés. Je pense qu'on a un très bon tête de liste qui a fait franchir les portes des médias au Parti communiste, et ça nous fait du bien parce que quand on parle de notre liste, elle commence à être identifiée. Mais ce que je pense également, c'est que le service après-vente de cette liste, c'est nous qui allons le faire, les militants. Et donc, c'est chaque voix gagnée, dans notre entourage proche, dans nos familles, qui va faire que le 26, on passera la barre des 5%, ce que j'espère, et qu'on aura 4 élus, peut-être 5, au Parlement européen. Merci. Eh bien, un grand merci pour une intervention rapide qui nous fait mieux comprendre l'intérêt du vote au Parlement européen, du vote communiste. Eh bien, la parole est à vous. Le débat est ouvert. Allez-y, posez des questions à Stanislas, Marie-Pierre, sur leur expérience, sur les questions qui vous préoccupent et dont vous cherchez une réponse. À vous. Je vais commencer. En tant qu'ancien cheminot, ma préoccupation, c'est sur l'avenir du chemin de fer. Quand je vois déjà que la privatisation est arrivée par les transports marchandises, mais non électrifiés, ils sont au diesel. Donc ça pollue le diesel. Hein, l'électricité ne pollue pas. Nous venons d'apprendre prochainement que notre directeur à la SNCF, Pépi, se retire. Donc il ne veut plus entendre parler et proposer des choses pour l'instant. Mais ce qui nous fait peur, c'est les trains étrangers qui vont circuler sur nos voies, sachant que l'entretien des voies n'est plus comme autrefois. Il n'y a plus personne pour entretenir les voies. Alors moi j'ai peur des accidents, et on s'aperçoit, moi qui monte toutes les semaines à Paris, je vois que le bruit que nous on connaît, les joints des rails, eh ben, j'ai toujours peur de dérailler. Non, mais c'est un problème pour nous. Quand on voit, à mon époque, on était 440 000, ils sont, allez, 130 000 maintenant. Et dans quelques temps, quand on va passer la barre des 100 000, nous allons perdre ce que nous avions, notre caisse de prévoyance. Donc on va aller à la sécurité sociale. Ça, c'est le problème. Bon, je ne veux pas parler du Conseil national de la résistance, puisque maintenant, il ne reste plus rien. Hein, on l'a abandonné. Mais c'est notre préoccupation, en tant qu'anciens combattants,
de nous battre pour ceci, parce que tout ce que nous avons eu, c'est grâce à eux, à Jean Moulin et tous ceux qui se sont battus en 1947 pour qu'on soit où on est maintenant. Voilà ce que je voulais dire pour l'instant. Ça a augmenté les décibels, le signal des TGV a augmenté en décibels. Il n'y a plus de section de rail maintenant. Je ne sais pas s'il peut répondre. Non, non. Tu as fini? Oui. Oui, moi, je crois que Marie-Pierre et Stanislas, il n'y a pas grand-chose à redire après. Moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'ils l'ont un peu dit, c'est qu'on ne fera pas les choses sans les citoyens, quoi, je veux dire. Et moi, je donne juste un petit exemple, et c'est pas... je suis du Sud-Vienne, il y en a beaucoup qui me connaissent, mais je suis souvent aussi en Nord-Charente. Et je crois que... Et par exemple, 3 exemples. On voulait privatiser 2 EHPAD. Elles étaient de la fonction publique territoriale. En 15 jours de temps, on a fait signer 4500 citoyens. Des gens qui n'avaient jamais de leur vie fait une pétition derrière. Et aujourd'hui, la communauté de communes et toute l'équipe, elles ont mis au tiroir la privatisation de ces 2 EHPAD. On a eu un autre exemple, et c'est les communistes qui ont mené, disons la bagarre. Et ça, il faut qu'on le valorise, quoi, pour les élections du 26 mai. On a travaillé sur les barrages hydrauliques, on en a 4, nous, dans le Sud-Vienne. On a réussi à réunir plus de 300 personnes le 6 avril. On a fait une chaîne humaine sur le viaduc. Et on a aujourd'hui 27 mairies, pas de gauche, toutes de droite, qui sont contre la privatisation. On les a fait tous prendre des délibérations en conseil municipal. On veut nous privatiser l'AFPA, c'est la formation professionnelle pour adultes au Vigan. Alors qu'il y a une demande du BTP pour justement former des carreleurs, des charpentiers et tout ça, et on veut nous le fermer. On est en train de se battre tous les soirs, enfin presque, j'ai une réunion là-bas, les jours d'heure, les gens. Et je crois que là, on ne le fait pas en catémini, on le fait avec les gens. Alors après, puis je vais arrêter. Ce qui m'inquiète un petit peu, bon, moi je suis comme vous, j'aime bien les gens, je discute beaucoup avec... Alors je vois c'est qu'on a eu un comité de section il n'y a pas longtemps, et moi j'ai simplement dit qu'il fallait pas qu'on cible tout le monde, mais qu'on a des anciens camarades ou qu'on aille voir et qu'on leur dise ce que tu as dit, et Marie-Pierre, que c'est important pour votre 26. Mais quand même, moi, j'ai des anciens camarades de la CGT, qui est de la laiterie de Saint-Saviol ou tout ça, ils ne savaient même pas qui était Yann Brossat. Putain, alors, il est vrai que dans les médias, il faut bien le dire, dans les médias, il a été extra le jour qu'il y avait les 12, ça a été pour nous beaucoup le meilleur. Mais voilà, on a un mois là. Nous, on a décidé que toutes les semaines à Civray, vous connaissez, on sera sur le marché et on va cibler plein de gens. Enfin, moi, j'ai une quarantaine de noms que je dois les voir. Alors, il est vrai qu'à Jardin, l'herbe pousse, mais bon, après, je la couperai après le 26 mai, quoi. Non, mais je crois qu'il faut que les uns et les autres, il faut que l'on gagne les voix une par une, parce que beaucoup disent, mais à quoi ça sert l'Europe, c'est trop loin et tout. Et je crois ce que tu as dit, je crois que c'est important. Voilà, hein, voilà, c'est tout. C'est tout simplement ce que je voulais dire. Non. Voilà. Moi, c'est une réflexion plutôt qu'une question. Quand Marie-Pierre a parlé justement des services publics, moi j'ai le souvenir de la grande tempête de 99, où les salariés d'EDF ont travaillé jour et nuit à reconstruire, à rebâtir et à redonner l'électricité. Je me demande ce qui va se passer le jour, parce que les tempêtes, c'est pas fini, mais par contre les services publics,
Il n'y a plus de personne. Dans le budget de l'Union européenne, il y avait jusqu'à maintenant une part de PEAD qui était destinée à l'aide alimentaire aux associations, à ce qu'elles puissent aider. Il paraît que cette aide est remise en cause, au moins dans sa forme. On est quand même très inquiet au niveau des associations humanitaires, parce que vous l'avez dit, 97 millions de pots, et encore c'est un chiffre, nous on est plutôt sur la base de 120 que 97, mais enfin peu importe, ça dépend le secteur. Et donc, il faut savoir que ça représente 60%, cette aide alimentaire représente 60% de ce qui est distribué aux gens les plus démunis. Oui, je pense que vous savez, mais je voudrais savoir ce que vous, en tant que député du groupe de gauche, vous pensez faire. Et on a été reçu par Patrick Le Yarrick, mais je crois que ça serait bien qu'on le sache un petit peu plus, parce que c'est très préoccupant. Oui, là, je peux lui répondre directement. Oui, en effet, hein, il y a eu une rencontre, c'est Patrick Le Yarrick qui a... Le micro. Ah, pardon. Non, le micro. Vous m'entendez là, peut-être? Oui. Voilà. Si tu veux répondre. Non, mais je ne vais pas me lever à chaque fois. Oui, Patrick Le Yarrick a reçu les associations. Il y a une bataille qui a été engagée notamment par le groupe Goué, mais pas que, parce qu'il y a d'autres groupes qui ont été saisis, qui mènent la même bataille. Moi, les échos que j'ai, c'est que la bataille porte ses fruits, qui tiennent compte quand même du rapport de force qui est en train de grandir, et que ça fait partie normalement des questions sur lesquelles on devrait l'emporter. Voilà. Donc les échos que j'ai sont plutôt des échos positifs. Voilà. On va faire comme Saint-Thomas, on va... Mais il vaut mieux le faire. Ceci dit, oui, tu as raison sur quelque chose. C'est qu'on est en fin de mandat. Et que donc, dès qu'il va y avoir les nouveaux députés, c'est une question qu'il va falloir faire suivre, parce qu'ils vont essayer de jouer sur ces ruptures-là pour corseter et pour enlever tout ce qu'ils peuvent enlever. Je pense qu'ils laisseront quelque chose, mais après ils vont se battre sur le volume des aides, etc., etc. Voilà. Mais le droit d'alerte a été fait, Patrick, y compris, a rendu compte au sein du groupe, des pétitions circulent, les choses se font. Voilà. Bonjour, c'est par rapport... Ah, pardon. Pardon, oui. Ah oui. Bon, nous arrivons de la Bretagne, et il y a 10 jours, nous étions, Marie-Pierre, à Quimper, où on a parlé beaucoup des services publics, défense des services publics, et Marie-Pierre vient d'expliquer tout à l'heure comment ceux-là sont en train de mis en sac. Et il y a un service public qu'on a oublié à Quimper, et que Marie-Pierre n'a pas cité, et il faut le citer, c'est la santé. La santé. Que ce soit les cheminots, que ce soit les gars de l'EDF, que ce soit les postiers, les enseignants, les métallurgistes, les gars de la campagne, les marins-pêcheurs de Douarnenez ou d'Appel, on est tous concernés par les problèmes graves qui sont en train d'être menés pour la santé. Et il ne faut pas dire que la santé échappe à l'autre. La santé est mise dans le même panier que les autres services publics. À la seule différence que c'est un service public qui intéresse tout le monde. Et le gouvernement, qui ne manque pas de mentir, le président de la République dit on ne fermera pas aucun hôpital avant 2021, ce qui veut dire que sa loi qu'ils sont en train de voter en deuxième lecture à l'Assemblée nationale va fermer les hôpitaux en 21 par la loi des GHT, les groupements hospitaliers territoriaux. Et ici, ça sera Angoulême. Nous avons assisté il y a 4 ans
un truc de coordination, de la coordination nationale, des rencontres de la coordination nationale à Ruffec. Ruffec, fermeture de la clinique. De la maternité, de la chirurgie. Il faut que vous sachiez que 3/4 des maternités, des petites maternités, 3/4 des petites maternités sont fermées en France. Eh bien, il va de notre devoir, et comme l'a dit l'autre ami, parce que ça aussi c'est issu de la résistance. Et s'il casse la sécurité sociale, il casse en même temps la santé. Eh bien, nous devons la défendre plus que tous, parce que je vois que je ne suis pas le seul, hein, j'ai plus les cheveux blonds. Bah oui, vous êtes les premiers concernés. D'ailleurs, on peut citer sur la liste de Yann Brossard, il y a le docteur Loïc Penn, qui travaille à l'hôpital de Creil et qui proteste, qui se bat contre la fermeture de la maternité de Creil. Si on veut parler de la sécu, faire des économies, pourquoi on ne privatiserait pas le sport qui coûte le plus cher à la sécu? Parce que j'ai vu un chirurgien il n'y a pas longtemps, il ne pouvait pas opérer, il était 45 jours d'emploi. C'est le sport qui a le plus d'accidents, donc pourquoi que ça ne serait pas privatisé, puisque c'est le sport le plus dangereux. On pourrait faire des économies à la sécurité sociale. Non, mais pas Pierre, je vais répondre aux camarades par rapport à la sécurité, je crois que c'est important. Je crois qu'il y avait quelqu'un d'autre qui va essayer. Mais il y a un camarade Archambault là qui voulait parler avant, peut-être que... Non, mais moi je... Non, moi, oui, voilà, je vais beaucoup parler, mais je crois que ce qui est important, ce qui a été dit, moi je parle de l'EDF, je suis un ancien cheminot et un ancien EDF. Je crois que la privatisation de EDF, les citoyens ne mesurent pas les conséquences qu'il va y avoir. Je ne parle pas du statut de la fonction, à nous. Ça, on sait, je l'ai appris hier, à part le nucléaire qui vont garder les avantages, tous les autres, les retraités actifs, on pense à la trappe. Bon, ça c'est tout. Mais il faut savoir que pour les citoyens, aujourd'hui, qui habitent comme toi, disons, dans les Pyrénées Atlantiques ou les autres, tout ça, on paye pareil, la même chose, d'accord? La pleine caution, et merci Annie. Mais après, ce ne sera plus le cas. Et les élus de mon secteur, les 25 élus qu'on a été voir tous un par un, on leur a, alors au départ, les communistes, en tout cas, alors là, ils voyaient pas rouge, mais ils voyaient de toutes les couleurs. Et quand on leur a expliqué, non mais c'est important, lorsqu'on leur a expliqué simplement les choses, ils ont compris que si les barrages étaient privatisés, l'eau qui n'est pas anodin, l'eau. Alors, après les barrages, il y a les agriculteurs, il y a les pêcheurs, les touristes, et il y a aussi, nous, la centrale de Civaux. Si, par exemple, comme en été, il n'y a pas assez d'eau, s'ils ne logent pas l'eau pour que ça tourne, il n'y a plus, enfin, elle ne fonctionne plus. Quand ce sera privatisé, quel coût? Voilà. C'est comme on a dit par rapport aux EHPAD, c'est pareil, on l'a expliqué aux gens. Et les gens, même les anciens comme moi, 75 ans et voire un peu plus, ils ont compris que si c'est privatisé, eh bien leur retraite qui, chez nous, est vraiment ras des pâquerettes, ils ne pourront pas subvenir. Alors voilà, c'est tous les services et publics, c'est important. Oui, je préfère me lever parce que j'ai la voix qui porte mieux quand même. Oui. Alors, évidemment, moi j'entends tout ce qui se dit, mais sur les services publics, évidemment, la santé, EDF, les cheminots, bon, pour moi, c'est exactement la défense des services publics, donc sont aussi importants. Si effectivement on ne défend pas la santé, et puis le camarade qui a parlé là, a effectivement raison, c'est que la carte vitale, ce ne sera plus la carte vitale qu'on aura besoin, ce sera de la carte bleue. Voilà. Donc, effectivement, tout est important. Comme, camarade, tu disais que
le statut des cheminots, le statut de l'EDF, les statuts de tous sont importants. C'est-à-dire que c'est important, pourquoi? Parce que c'est la seule manière de défendre les droits des salariés qui sont dans les services publics. Il n'y a pas seulement que le service public qu'on rend, il y a aussi, évidemment, il faut les personnes, les gens qui sont dans les services publics pour pouvoir les défendre. Voilà ce que je voulais dire. Quant à ce qu'a dit Macron, en disant qu'il ne fermera pas d'hôpitaux avant 2021, ben, il n'a pas dit qu'il ne fermera pas de lui. Comme il a dit qu'il ne fermera pas d'école, mais il n'a pas dit non plus qu'il ne fermera pas d'hôpital. Voilà. Donc, c'est défendre les services publics, mais tous les services publics. Moi, je n'ai pas envie de dire, tiens, aujourd'hui, je vais ne défendre que la santé. Et pourtant je commence à avoir des problèmes de santé. Je marche moins vite, je cours moins vite aussi. Mais en même temps, j'ai aussi envie de défendre le service public parce que j'ai plus de train chez moi qui passent. J'ai deux bus, un le matin, un le soir. Et il y a aussi un à midi et à 17h. Mais si je veux partir à Angoulême, j'habite vers Villebois-la-Valette, là-bas. Si je veux partir à Angoulême, je pars le matin et j'attends. Je fais ce que j'ai à faire un quart d'heure et je vais attendre 3 heures pour revenir. Mais ça veut dire quoi, ça? C'est pour ça que c'est... Moi, évidemment, que j'ai toujours dit que cette Europe-là ne m'intéresse pas. Celle qu'on a actuellement. Elle ne m'intéresse pas parce que c'est une Europe, évidemment, qui défend les intérêts des capitalistes. Parce qu'on n'a pas fait l'Europe sociale. Mais elle ne sera jamais faite, l'Europe sociale, tant qu'on parlera, ce sera... Il y en a qui parlent d'ultralibéralisme, moi je dis simplement libéralisme. Parce que si on parle d'ultralibéralisme, ça veut dire quoi? Que entre l'ultralibéralisme et le libéralisme, on va choisir le libéralisme. Ben non. Moi je ne veux pas de cette Europe-là, je veux une Europe des travailleurs. Et la seule façon des travailleurs... Comme je dis, il n'y a pas que les salariés comme travailleurs, il y a aussi les petits artisans, il y a aussi les petits paysans. De l'humain d'abord. On parle de la PAC. Évidemment que ce qui se développe aujourd'hui avec cet Europe libéralisme, ce n'est pas bon pour nous. Je n'ai pas envie aujourd'hui de voter pour un banquier. C'est tout. Donc c'est pour ainsi dire presque la seule raison que pourquoi je vais aller voter pour la liste de Yann Brossard. Parce qu'il n'y a pas de banquier dans cette liste. Voilà ce que... En tout cas, les 10 premiers, c'est pas des banquiers. Non, mais... Non, mais il y a eu Doumeng aussi de mon temps, bien entendu. Mais voilà, bon. Areva, c'est une multinationale. Areva, c'est une multinationale, je réponds. Et RDF engloutit des milliards chez Areva. Ben oui. Et à fond perdu, parce que tout ce qu'ils font à l'heure actuelle, ils en redemandent toujours. Et c'est à fond perdu. Ils n'arrivent pas à... La centrale de Fondeville, en Normandie, elle coûte les yeux de la tête. À tout le monde. Moi, je voulais dire un mot sur les services publics en général. Vous savez, dans les revendications on dit moratoire sur les directives de libéralisation. On parle de notre usage de la Banque Centrale Européenne et on parle de sortir les services publics du droit européen de la concurrence. Moi, je crois vraiment que le dernier point me paraît très important. Parce que, pourquoi on a inventé des services publics? On a inventé des services publics parce qu'à un certain moment, on s'est dit que pour construire un pays, un territoire, on ne pouvait pas regarder que les intérêts individuels. Mais pour faire progresser tout un peuple, il fallait se doter de droits universels. Et les services publics, c'est ça. Les services publics, c'est la redistribution pour ceux qui n'ont rien. Et c'est comme ça qu'on a construit, parlait du Conseil national de la résistance. Mais quand on nationalise EDF, l'électricité, quand on décide que l'école, elle est gratuite et qu'on va y envoyer une classe d'âge, quand on décide qu'on a droit de se soigner et de se protéger, quand on
construit un système de solidarité, c'est-à-dire que on forme des gens qui travailleront et en travaillant, ils ramèneront pour ceux qui ne travaillent plus et puis pour ceux qui vont travailler. On construit un pays et une nation qui progressivement progresse. Enfin, progresse en tout cas. On se dit que quelque part, la génération qui va arriver, elle aura moins de problèmes que la génération qui l'a précédée. Il y a longtemps que ça a été inversé, hein, ça. Moi, quand j'étais jeune, déjà, on commençait à inverser ça. Et maintenant, c'est le contraire, quoi. Maintenant, on explique aux retraités qu'on va leur enlever un petit peu de leur retraite parce que, grosso modo, ils se portent mieux que leurs enfants et leurs petits-enfants. Mais enfin, quand même, voilà. Moi, ma mère, quand elle est rentrée à l'école d'instituteur, elle avait un pré-salaire à l'époque. Parce qu'on disait que sa formation, c'est un investissement puisqu'elle allait rendre à la société le poids de l'investissement. Et moi, je crois que ce qui se passe aujourd'hui, c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave parce que, au-delà de chacun des services publics qui est touché, c'est à cet équilibre-là qu'ils se sont attaqués. Et c'est cet équilibre-là qu'ils sont en train de déconstruire. Parce qu'il y a tout. Regardez, maintenant, les écoles, il y a... Enfin, voilà, moi, je me bats. La semaine dernière, j'ai été à Gavarnie. J'habite les Hautes-Pyrénées. J'y tiens beaucoup. C'est pas les Pyrénées-Atlantiques. Hein. Fais attention. Mais nous, on est des montagnards. Donc, Gavarnie, c'est un village très haut. Mais ils ont décidé qu'ils fermaient l'école. Fermer l'école parce qu'il y avait 23 enfants et qu'il y en a un qui allait plus y être, donc à 22 on fermait. Sauf qu'en fermant l'école, ça veut dire que progressivement on ferme après, on ferme la poste, il y a longtemps qu'elle a été fermée, mais on va fermer des commerces, etc. etc. Mais derrière ça, il n'y a qu'aujourd'hui l'égalité des chances au départ pour les enfants, elle est remise en cause. Elle est remise en cause. Donc, que les gamins, ils arrivent à un boulot plus tard, donc ils peuvent cotiser moins. Donc, cotisant moins, on nous explique qu'il y a un trou de la Sécu. Après, on invente le trou de la Sécu pour commencer à privatiser une partie de la Sécu, ramener les fonds de pension, etc. etc. Et puis, à la fin, on n'aura plus de retraite, de toute manière. Donc, ils peuvent enlever les hôpitaux, puisque les gens, ils vont mourir avant d'être retraités. Mais non, mais voilà. Et puis, de toute manière, on n'a plus à élever le niveau de connaissance, puisque les gens, il ne faudra plus qu'ils contrôlent leur métier, puisqu'on veut des gens soumis qui, de toute manière, voilà. C'est ça qu'ils essaient de construire. Et ça, c'est grave. Ça, c'est grave. Et ça, c'est Macron. C'est à tel point grave, l'autre jour, je vais vous dire un truc, je suis tombée de l'arbre. J'ai les associations d'aide à la personne qui sont venues me voir. C'est la première fois. Et entre nous soit dit, il n'y en a aucun qui sont communistes. C'est tous des socialistes et des radicaux de gauche. Ils arrivent chez moi. Déjà, ça m'a étonnée. Et ils me disent, Madame Dieu, c'est complètement délirant. Voilà, c'était les prestataires des collectivités locales, donc, si vous voulez, une officine des services publics. Ils me disent, il y a une directive européenne de 2006 sur la TVA, que Macron est en train d'appliquer sur la loi de finances. J'ai été chercher, directive européenne de 2006, en effet. Et alors Macron, il est en train de foutre une TVA sur les associations d'aide à la personne, qui fait que, soumises à la TVA, eh bien, elles vont plus pouvoir payer une partie de leur personnel. Eh bien, Total, c'est le privé qui va prendre l'aide à la personne. Sauf que l'aide à la personne faite par le privé, ben, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Hein. C'est-à-dire que, bon, d'abord, le privé, ils n'iront pas à Gavarnie. Et d'autre part, le privé, comme ils ne vont pas mener les mêmes tarifications, eh bien, l'aide à la personne, eh ben, c'est les gens qui pourront se le payer qui seront aidés. Comme dans le même temps, ben, on casse les hôpitaux, et bien voilà, vous voyez ce système-là. Donc oui, en effet, moi je crois que cette question des services publics, c'est vrai que, excusez-moi, camarade, tu étais à Quimper, moi j'ai traité ma partie audit. Alors c'est vrai que dans ma partie audit, j'ai pas pris l'hôpital parce qu'on a pris des services publics qui étaient impactés depuis très longtemps par des directives de libéralisation.
Ce qui ne veut pas dire que les autres ne le soient pas. Tous, ils sont touchés par cette logique-là. Mais c'est vrai que l'hôpital, l'école, parce que c'est grave ce qui se passe. Et c'est de plus en plus grave. Moi, je suis fille de cheminot, petite fille de cheminot. Donc, et quand je prends le TGV maintenant, pour arriver à Paris, je mets 7 heures. Et quand je vais dans l'Aveyron, depuis les Hautes-Pyrénées, j'en mets 10. Voilà, c'est ça, hein. Et pourtant j'ai un vice-président communiste, parce que si j'avais pas un vice-président communiste, j'en mettrais 14, parce qu'il n'y aurait plus de train. Donc, mais voilà, on est confronté à ça. Mais oui, la SNCF, c'est grave. Parce qu'en plus de tout, je pense qu'EDF et la SNCF, comme c'était des entreprises où il y avait une plus-value ouvrière très forte et un taux de syndicalisme très fort, ils y ont été comme des malades. Et c'est tellement vrai qu'ils nous font le coup ailleurs. Sur les dockers, par exemple. Il y a eu, avec le Brexit, ils ont dû refaire ce qu'on appelle les corridors maritimes, c'est-à-dire le tracé des navires de marchandises, pour desservir l'Irlande. Eh bien, ils avaient inventé un parcours où on ne desservait plus les ports français. On l'a fait bouger, hein. Mais pourquoi? Au début, on s'est dit, mais pourquoi? Mais pourquoi? Parce que le statut des dockers français, ils n'étaient pas arrivés à leur péter directement, ils n'avaient pas gagné. Et donc, ben, ils le cassaient, du coup, ils le cassaient indirectement, ils squeezaient les ports français. Et donc, il y a eu une lutte farouche entre les dockers et entre les directeurs de port, qu'on a relayé au Parlement, qu'on a relayé avec Cathy Apourceau au Sénat, et avec Lecoq à l'Assemblée, et on a gagné sur un trilogue. Avec même, il y a même des Français de droite qui ont défendu, parce que là, il y avait un problème économique. Et voilà ce qu'ils font, c'est comme ça qu'ils nous traitent. Et c'est comme ça qu'ils nous traitent sur tous les sujets. Et pourtant, malgré ça, eh bien, il y a des choses qu'on gagne. Moi, j'ai écouté ce matin France Inter. Ça, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. 74% des Français sont pour rétablir des trains de nuit. Oui. C'est pour rien. Eh oui. Combien il y en a qui sont pour rétablir l'ISF et tout? Alors Macron, cette semaine, bon, il a répondu à côté, vous l'avez bien entendu, comme moi. En tout cas, il a continué ce qu'il avait dit il y a 3 mois. Donc, mais à un moment, ça s'arrête, ça. Ça va s'arrêter. La question, c'est qu'il faut que quand ça s'arrête, eh bien... ce que les Français y plébiscitent, ça soit une solution alternative de gauche anticapitaliste qui triomphe. C'est ça qu'on veut travailler. Parce que je crois que c'est ça qu'il faut préparer. Et c'est vrai que le scrutin des européennes, pour une part, c'est pas la seule part, hein, la vie ne s'arrêtera pas de toute manière le 26 mai. Hein. Heureusement. Quoi qu'il arrive, mais il vaudrait mieux qu'elle s'améliore pour nous après le 26 mai. Mais on lui préférerait. Toi, tu as des trucs à dire sur les transports? Oui, je voudrais répondre aux camarades cheminots. Effectivement, le service public du ferroviaire est extrêmement important, notamment celui du développement du fret. Puisque ces dernières années, alors j'ai plus le chiffre en tête, mais je crois qu'on est rendu à moins de 10% du fret transporté par le ferroviaire, puisque depuis ces dernières années, ça a été le tout routier. Pourtant, je suis routier. Hein. Je voulais te contrer. Le tout routier, c'est uniquement au profit du capital. C'est absolument anti-écologique. Et ça favorise le dumping social. Pour contrer ça, qu'est-ce qu'on propose? On propose justement d'en finir avec ce tout routier, d'instaurer vraiment des plateformes multimodales pour faire un transport raisonné. Parce que sinon, que ce soit socialement ou écologiquement, on va dans le mur. Puisque c'est une réalité. Mais par contre, en finir avec le tout routier et basculer, alors il ne faut pas faire une plateforme multimodale où il y a un train de fret qui part tous les 2 jours. Effectivement, ça n'intéressera personne, puisque on s'est pris au piège nous-mêmes.
quand on va sur Internet et qu'on clique sur quelque chose qu'on vient d'acheter, on veut qu'il soit livré le lendemain. Ou au pire, le surlendemain, mais il va falloir vraiment attendre. Il faut... Ah bah non, hein. Il faut, justement, pour avoir une politique extrêmement forte, parce que ça nécessite un investissement extrêmement fort. D'avoir vraiment des plateformes multimodales, mais que ce soit rail, route, mais que ce soit route fluviale ou maritime. Mais tout ça, ça nécessite des investissements majeurs. Donc une politique solide, mais des investissements parce qu'on veut un avenir. On veut un avenir qui soit moins polluant, qui soit mieux disant socialement. Et là, on peut se raccrocher à avoir, pour le transport, mais pas que, un statut du transporteur, qui soit ferroviaire, qui soit maritime, qui soit routier, mais un socle commun, pour pas qu'il y ait de concurrence sur le social. C'est extrêmement important. Et je ne sais plus qui c'est qui a parlé de la sécurité sociale et des attaques qui sont faites. Ces travailleurs ne payent pas de cotisation sociale en France. Enfin, c'est pas eux, hein, malheureusement. Hein, parce qu'eux, ils payent... ils sont obligés de se nourrir, de se loger, notamment les travailleurs détachés, notamment avec la construction du réacteur où on nous a fait croire qu'on était obligé de prendre des travailleurs détachés parce qu'en France, on ne savait pas faire. On s'est bien fait avoir. Et au niveau des cotisations sociales et donc de notre sécurité sociale, et je suis administrateur à l'URSSAF. Je siège à l'URSSAF de Charente-Maritime. On a affaire à des entreprises qui font des montages financiers incroyables. On a, et c'est pour ça que moi, la directive travailleurs détachés, j'en veux pas du tout. Moi, je veux que ce soit travail égal, salaire égal, point. Et cotisation égale. Sinon, ça sert à rien. Puisque là, on a à chaque fois des montages financiers qui font qu'on a une entreprise basée en Roumanie, une entreprise de travail temporaire basée en Roumanie qui va embaucher des Égyptiens pour venir travailler dans l'île de Ré ou n'importe où. Et quand on essaie de contrôler, on n'a pas bien compris votre demande, c'est quoi? Vous voulez savoir s'ils sont rémunérés? C'était ça votre question. Et ça reprend 2 mois, 3 mois pour avoir une autre réponse. Et là, il n'y a plus personne. Donc effectivement, on est attaqué de tous les côtés sur nos fondements. La sécurité sociale est attaquée tous les jours. Et il va falloir se battre. Puisqu'il y en a qui déposent des recours pour essayer de dire que la sécurité sociale a un monopole. Et qu'on n'a pas le droit d'avoir une position de monopole. Mais la sécurité sociale n'est pas une mutuelle. Enfin quand même, c'est pas une mutuelle. Et malheureusement, on a perdu cette notion du service public et de notre système de sécurité sociale où je cotise selon mes moyens et j'en bénéficie selon mes besoins. On est en train de le perdre. Et c'est pour ça qu'il va falloir se battre. Et se battre pour le 26. Raphaël, je voudrais revenir sur ce que tu as dit tout à l'heure. Je ne veux pas monopoliser sur les chemins de fer, mais quand je suis parti, il y a une trentaine d'années, nous avions, la SNCF avait construit des wagons pour mettre les camions dessus. Oui. Et bien ces wagons, ils sont en train de pourrir. Ils sont en train de pourrir. Hein? Je sais bien. Bon, c'est ton métier, je sais, mais rien que pour venir tout à l'heure, ben, avec tous les camions, je n'ai pas pu me mettre entre les 2 camions, ils étaient à touche-touche. Hein, bon, mais tu parles de la sécurité sociale, mais nous, les mutuelles, il faut voir,
on va remplacer la sécurité sociale, parce que nous sommes taxés à plus de 7%, qu'au départ les mutuelles, on était à 0. Hein? Il faut voir ce qu'on paye aux mutuelles maintenant. Hein? Moi je plains les gens qui veulent avoir une mutuelle, parce qu'il y en a... Quand Meignet m'a dit dimanche matin que il est député, hein, Meignet, macroniste de droite, eh ben, il me disait, oh mais tout le monde se soigne, il y a presque que à peine 10% de gens qui n'ont pas de mutuelle, avec un moneuil, ça, bon, on n'avait pas voulu discuter puisqu'on était dans un moment autre. Bon, j'arrête. Oui, moi je pense que ça a été dit, mais c'est vrai que toutes les luttes qu'on peut mener en France et qui gagnent, ça contribue effectivement à faire avancer l'idée européenne. Moi j'ai lu dans mon journal préféré, qui est l'Humanité, que par exemple en Ariège, on parlait des barrages hydrauliques, il y a une petite commune qui s'appelle Rulny-les-Bains, où il y a un maire communiste qui a remplacé un maire socialiste, qui avait privatisé le barrage, qui avait coûté très cher à ses administrés, c'était un tout petit village de 600 hommes, et qu'avec la lutte des habitants et le futur maire, à l'époque, ils ont permis de remettre ce barrage dans le service public. Et donc, c'est une histoire qui contribue, effectivement. Mais il y a un aspect qui me préoccupe beaucoup, qui n'a peut-être pas été suffisamment abordé, ne peut pas tout aborder, c'est que pour changer les choses en France ou en Europe, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Et cette Europe-là, qu'on peut appeler libéralisme, ultralibéralisme, etc., c'est une Europe capitaliste. Et moi, je m'interroge de savoir comment, à partir de l'expérience de la Grèce, comment un pays peut arriver, ou arrivera, même en se donnant une majorité de gauche, radicalement de gauche, pourra résister au lobby capitaliste de cette Europe au regard de ce qui s'est passé en Grèce. Moi, je trouve qu'au départ, on a beaucoup soutenu les Grecs, y compris le PC, mais qu'à un moment donné, quand les Grecs ont été étranglés, d'une part, ou que les dirigeants grecs se sont un petit peu mis en recul, ou les deux, on a quand même été un petit peu plus doux, quoi, hein. On n'a pas été, il n'y a pas eu de grande solidarité ni en France, ni au niveau de la gauche européenne pour essayer de... Et c'est vrai que c'était un test, hein. La Grèce, c'est un test. Bon, ils n'ont pas encore trop touché au Portugal qui a augmenté un peu le SMIC, etc. Mais de toute façon, si nous, je me demande ce qui se passerait si nous, on devenait... Mélenchon, il a beau dire, oui, mais nous, on a la 6e force, machin truc. Ceci dit, voilà. Alors, je ne sais pas ce que tu en penses, mais... quelle orientation de la BCE, il faudrait peut-être quand même qu'on en parle, parce que... et comment on pourrait faire en sorte qu'un pays qui se donne une autre orientation politique, on peut la préserver. Moi, je ne suis pas pour qu'on sorte de l'Europe. Mais j'étais dimanche là avec des gens autour d'un repas, et les trois quarts, ils sont pour qu'on sorte de l'Europe. Parce que tu as raison, l'Europe, c'est un échec. Même s'il y a des... C'est pas tout mauvais non plus, il y a des bonnes choses, etc. Bon, sur le plan social, économique, il y a des choses très graves, mais il y a d'autres choses aussi qu'il faut prendre en compte. Mais 80% des gens étaient là, et quasiment les mêmes qui ont dit, il n'y en a qu'un, c'est Marine Le Pen. Parce que les deux, ils vont ensemble. Là, je suis dans un milieu rural maintenant. Le milieu rural, dans les quartiers populaires, on vote Front National. Dans les rurales, on vote Front National. Je ne pose pas la question. C'est parce qu'ils en ont plein de dos. Ils en ont plein de dos et puis on les oublie. Et maintenant, ça prend une dimension européenne qui nous inquiète quand même. L'Italie, l'Autriche, etc. Voilà, c'est ce qui fait la complexité de cette élection quand même.
je trouve que c'est plus compliqué qu'il y a 5 ans, de mon point de vue. Hein. Alors voilà, donc il y a des luttes qu'on peut gagner, même des petites luttes, et puis il y en a d'autres qui sont plus compliquées, mais quand même, le poignot, là, comment on va faire pour contrer cette politique de lobby capitaliste Je prends 2 autres questions, puis je ne sais pas si tu veux répondre, Marie-Pierre. Oui, nous sommes ici trois anciens des PDT. Nous avons donc connu les réformes de structure, la privatisation, etc. Et il y a un service public dont je voudrais qu'on parle quand même, c'est le secteur télécommunications. Parce que le secteur télécommunications, on n'en parle pas. On parle de la Poste. Hein, à la Poste, en ce moment, il reste, au centre de courrier à Fléac, sur environ 80 facteurs, il reste 9 fonctionnaires. 9 facteurs fonctionnaires. Entre un facteur fonctionnaire et un facteur droit privé, il y a 300 € par mois à l'ancienneté égale. C'est quand même quelque chose de considérable. Le timbre n'a pas diminué pour autant. Quand on a privatisé le secteur télécommunications, il y a eu des tentatives avant. Giscard, ministre des Finances de Pompidou, dans les années 70, voulait faire une compagnie nationale du téléphone. Bon, à l'époque, on se bagarrait. Il s'est cassé la gueule, ils n'ont pas pu le faire. Il a fallu attendre le pouvoir socialiste avec Rocard, la loi de juillet 90, pour casser le statut des PDT, faire 2 entités, la Poste et les télécommunications. Voilà. Ça a été fait avec un rapport d'un ancien de la CFDT, Marcel Prévost, qui avait fait ce projet-là pour Rocard. Voilà, pour la petite histoire, c'est ça. Mais je vous fais observer quand même que le secteur télécommunications, c'était un important centre de recherche, le Centre national d'études des télécommunications d'ici les Moulineaux, qui ont mis au point le téléphone électronique, qui ont mis au point la fibre optique. Hein, et quand on a automatisé le réseau, avec la communication électronique, hein, dans les plus petits villages, les plus petits hameaux, on amenait le téléphone, on amenait un plus. Hein. Bon. Aujourd'hui, on dit on va faire de la fibre partout. Oui, mais nous, quand on a automatisé, on n'a demandé rien aux collectivités. Si ce n'est un petit emplacement pour faire un local technique ou un machin comme ça, de 4 mètres carrés ou 5 mètres carrés, c'est tout. Mais maintenant, on a fait payer en tant que contribuable, on fait payer partout, en tant que contribuable, les Françaises et les Français, pour avoir la fibre optique. Ça change du service public, n'est-ce pas? On a payé pour la LGV, et puis maintenant, on est comme les vaches, on regarde passer le train. Parce que c'est le métro entre Paris et Bordeaux. Hein? Je vous signale, quand on a démantelé le secteur des télécommunications, quand on a privatisé le secteur des télécommunications, qui serait à renationaliser, parce que c'est un secteur qui a déjà été privé jusque dans les années 25, et qui a été nationalisé à ce moment-là. On nous a fait miroiter que ça allait coûter moins cher, etc. Mais vous alliez avoir des factures qui allaient chuter. Ici, il y avait sa facture descendre à 0. Il n'y en a pas. Donc, ça coûte plus cher, ça coûte plus cher à tout le monde. Du point de vue de la sécurité, parce qu'on nous parle beaucoup de terrorisme, etc., n'importe qui rentre dans les centraux téléphoniques aujourd'hui. On peut faire n'importe quoi là-dessus. Hein? Voilà, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et quand ils ont privatisé, les 2 services qu'ils ont déglingués tout de suite, les centres de tri, Bastion CGT, les services techniques, Bastion CGT. Ça, plomb, tout de suite, c'était dézingué. Et nos services sociaux, nos maisons de vacances, tout ça c'est tout liquidé. Les centres de formation des télécommunications, c'est liquidé. Il ne reste plus rien, il reste des bénéfices pour rémunérer les actionnaires. Voilà où on en est. Mais il faudrait qu'on prenne aussi en compte ce service de télécommunications, que c'est quand même très important, parce que toute l'industrie de télécommunications française, ne serait-ce que Alcatel par exemple, et les autres boîtes, ont toutes été liquidées depuis. Voilà, c'est ça. Hein. Et je voudrais dire un mot sur la sécurité sociale aussi, parce qu'on dit que c'est le démantèlement qui est au bout du chemin. Mais quand Macron transforme le CICE en réduction de cotisation sociale, c'est 40 milliards qui ne vont pas à la sécurité sociale. Hein. Ça va faire un tour, on va en entendre parler assez rapidement. Et comme disait un copain tout à l'heure,
Si on ne supprime pas des hôpitaux, on supprimera au moins des lits, et beaucoup de lits. Pour les maternités qu'on a supprimées, regardez, moi, j'étais élu dans une commune de banlieue d'Angoulême, hein, où il y a la forêt de Braconne dedans. On nous disait, la maternité, mes 2 enfants sont nés à la maternité de Ruffec. Hein, et ils ont 50 ans maintenant, ils ont vécu jusque-là, donc ils n'ont pas souffert d'être nés à la maternité de Ruffec. Et on nous dit maintenant qu'il n'y aurait pas de sécurité dans une petite maternité comme ça. En tant qu'élu, nous, on a fait des actes de naissance pour des gamins qui étaient nés dans les ambulances de pompiers dans la forêt de Braconne. Et c'était le pompier qui avait accouché la maman. Du point de vue sécurité, on fait beaucoup mieux. Voilà. Il y a autre chose de cette élection européenne. Parce qu'il y a le piège qui est subi de Macron, qui veut s'opposer au Front National. En fin de compte, il n'y a pas d'autre perspective. C'est moi contre le Front National. Par ailleurs, le Front National, c'est pas un rempart contre le capitalisme. Je pense que Marie-Pierre pourrait évoquer les votes de l'extrême droite en Europe sur des questions. Donc, les discours les votes sont des fois assez à l'espace. Je voulais juste revenir sur l'importance, et je crois que ça a été évoqué par le camarade, l'importance de la Banque Centrale Européenne. On a, je ne sais plus dans quel article, on a quand même construit une Europe européenne, où on construit une BCE, où on s'interdit de prêter l'argent aux États et aux collectivités territoriales. En fin de compte, on crée une banque et on s'interdit, dans un texte, à se prêter notre propre argent. Par contre, on l'autorise à la BCE de prêter aux banques privées. 3 000 milliards en 10 ans, je crois. Et donc, ces banques privées peuvent prêter aux États. Puis, en plus, on fait de compte qu'il y a des dettes, parce que même si c'est 0,5 ou 1%, c'est de la dette à rembourser, tout cet argent. La dette financière, la dette qui rentre dans les poches des actionnaires. Et en fin de compte, il faut qu'on martèle vraiment notre position sur le fait qu'il faut apporter un changement à notre rôle à cette BCE, avec la création d'un fonds qui pourrait être pour d'investissement social, écologique aussi, qui est très important. Je vais juste amener cette petite... Effectivement, sur les banques et sur l'intérêt qu'on a de reprendre la main sur la Banque Centrale Européenne, effectivement, tu l'as dit. Et alors, je ne voudrais pas dire une bêtise, mais je crois que c'est l'article 124 du traité de Lisbonne qui dit que une banque d'État ne peut plus emprunter à la Banque européenne en direct. Par contre, c'est la BCE qui prête à des taux parfois négatifs à des banques privées. Alors, vous pouvez aller négocier à votre banque, vous n'aurez pas un taux négatif. Hein. Un taux négatif, c'est-à-dire une subvention. C'est ça, c'est exactement ça. Et après, les banques privées font payer plein pot aux banques nationales qu'elles leur fassent souscrire des obligataires. Et il faut recentrer et avoir la main sur la Banque Centrale Européenne, c'est primordial. Je crois qu'il y a des possibilités. Non, mais je pense que le fonds. Oui, en fait, ça se laisse se douter là. Après, moi, après, il y a d'autres exemples hein, qui sont terribles, parce que, rappelez-vous, dans l'actualité, quand il y a eu la fusion Alstom-Siemens, la fusion, elle a été rendue caduque par le fait que c'était vécu du point de vue de l'Europe et de la Banque Centrale Européenne comme un nouveau monopole qui se mettait en place et donc qui entravait les règles du marché. Donc c'est bien ce que tu dis, c'est-à-dire qu'on est quand même dans une situation aujourd'hui qui est que l'Europe est avant tout une politique au service des marchés. Voilà. Et la difficulté, parce que je trouve que ce camarade qui est intervenu là-dessus, mais je pense qu'il a raison. La difficulté, moi, que je trouve politique en ce moment, c'est que, en réalité, ce qui est en échec,
c'est pas l'Europe, c'est ces politiques-là menées à l'échelle de l'Union européenne, c'est-à-dire les politiques capitalistes menées à l'échelle de l'Union européenne. Mais tout ce qu'on connaît de l'Europe, ce sont ces politiques. Et donc la difficulté, moi je trouve qu'on a dans cette campagne, disait le camarade, cette campagne est plus dure que celle d'il y a 5 ans, c'est que tout concourt à nous ramener en effet entre un affrontement entre les pro-européens et les anti-européens. Ce que vous venez de dire. Et d'un côté, bon, on voit bien la ligne Le Pen, et Macron s'incarne comme la seule alternative à Le Pen. Et soit dit en passant, c'est une question qui est quand même une vraie question politique. La fragmentation de la gauche concourt à alimenter cette bipolarisation du débat entre Le Pen et Macron, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Et je trouve que toutes les trois dernières semaines qui restent, elles doivent nous amener à montrer que ces deux voix, c'est les mêmes, elles se renvoient l'une à l'autre. C'est-à-dire que Macron fait monter Le Pen fait monter Macron. Et que la question, c'est bien les renvoyer dos à dos. Et alors après, politiquement, là aussi, le camarade, il pointe une difficulté. C'est comment on en sort de tout ça? On voit bien comment on veut mettre la Banque centrale au service d'une autre politique. Mais comment on impose de mettre la Banque centrale au service d'une autre politique? Tu as évoqué la Grèce. Moi, je ne suis pas Mélenchon. Vous l'avez remarqué d'ailleurs. Mais ceci étant, je pense que si la France demain décidait de résister aux politiques européennes, ça aurait immédiatement un autre impact que la Grèce. Pour des raisons économiques, de sa place dans l'Europe, pour des raisons géostratégiques. Soit dit en passant, encore aujourd'hui, après le Brexit, on est le seul pays qui reste avec une voix au Conseil de sécurité de l'ONU. C'est quelque chose qui pèse dans le concert international. Mais même si la France voulait se dégager par rapport aux orientations européennes, elle ne pourrait pas le faire sur la seule personnalité ou sur le seul poids d'un Premier ministre ou d'une majorité parlementaire. Il faudrait qu'il y ait un mouvement populaire qui pousse à ça. Donc il faut qu'il y ait quelque chose qui continue à se passer. Moi, ce que je note dans tout ce qu'on a dit ce soir, et c'est un des défauts, moi je mets beaucoup l'accent sur ce qui ne va pas. Mais moi, ce que je note en tant que députée européenne, ce qui vous prend aux tripes quand vous êtes au Parlement européen, c'est que c'est dur, mais qu'il y a beaucoup de luttes qui se mènent. Qu'il y a énormément de luttes qui se mènent. On dit déjà qu'en France, on a tendance à sous-estimer les colères et les montées sociales, mais c'est particulièrement vrai aussi à l'échelle européenne. Toutes les luttes qui se mènent sur les migrants, par exemple, c'est énorme. C'est énorme. Les femmes, ce qui est en train de se passer autour des femmes, y compris moi dans le groupe, j'ai des Irlandaises qui se sont appuyées sur les législations les plus avancées en Europe, et notamment sur ce qu'on avait pu gagner en France, pour gagner ce qui va les conduire au droit à l'avortement en Irlande. Mais en gagnant ça, elles gagnent aussi le début d'une convergence sociale, parce que si vous faites monter le droit des femmes, à un certain moment, vous faites monter les revendications de l'égalité, vous posez plus haut la question des salaires. Tout ce qui se passe, mine de rien, la question climatique et écologique, il y a quelques années, elle se traitait ni gauche ni droite. C'est la ligne de Jadot. Je pense que c'est en partie pour ça qu'il est inaudible. De plus en plus, la question écologique, elle est liée aux questions sociales, aux questions démocratiques. Elle est liée à la redistribution, oui, aux logiques capitalistes, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Parce qu'à un moment, le productivisme, il naît de quoi? Il naît de l'accumulation. Et donc, et tout ce qu'on a évoqué tout à l'heure sur le fret ferroviaire, enfin, toutes ces questions-là, elles convergent. Les questions énergétiques convergent aussi. Donc, il y a ces luttes aussi.
Il y a les luttes pour la paix qui commencent à grandir. Donc, moi je crois que c'est surtout ça qu'il faut s'appuyer, sur le fait qu'on a une situation en même temps extrêmement dangereuse à l'échelle de la planète, hein, quand même. Trump, l'Amérique latine. Moi j'étais il y a 1 an au Forum social mondial à Salvador de Bahia, pendant l'assassinat de Marlene Franco, c'était avant l'élection de Bolsonaro. Hein. Mais enfin, ils ont pillé le Brésil quand même, hein, mine de rien. Le Venezuela, la Bolivie, ils commencent à bien le préparer. Donc bon, on voit quand même le mouvement qui se dessine partout au plan européen. Il est très dur parce que je pense qu'il peut à la fois donner le pire et je pense à la fois qu'il y a dans tout ce qu'on a comment dire, pointé de difficultés et également d'affrontements, il y a des points d'appui et des points d'appui pour des rapports de force en Europe qu'il n'y a pas obligatoirement ailleurs. Donc moi je prends très au sérieux ce qui se passe au Portugal et en Espagne, parce que je pense que si demain en France on peut ouvrir une brèche, il faudra bien aller chercher des convergences objectives ailleurs, et il y aura encore aussi Pras, j'espère, mais il y aura d'autres endroits à aller chercher. Je prends très au sérieux la question des mouvements sociaux et des prises de conscience dans les mouvements sociaux. Évidemment, la question fiscale et la question des paradis fiscaux, c'est une grosse question qui monte. Entre nous, ça dit tout ce qui monte dans la société aujourd'hui, on le fait monter. Hein. Y compris, je m'étais marquée pour le dire tout à l'heure, mais quand Macron il dit on va plus fermer d'hôpitaux, on va plus fermer d'écoles, bon d'accord, il ne veut pas le faire, mais s'il le dit, c'est parce qu'on l'a fait monter aussi, et qu'il est obligé de le dire. Donc il faut aussi savoir ce qu'on fait monter dans la société, parce que c'est quand même bien de voir que parfois on marque le paysage. Et donc je pense qu'il faut pousser... Je pense qu'il faut pousser à ça et que c'est comme ça qu'on y arrivera. Je n'ai pas toute la solution. Moi, actuellement, je pense que dans la dernière ligne droite, on ne peut pas être au Robéa. Moi, quand vous écoutez ce pauvre... comment il s'appelle le candidat du PS? Luxman. Mais franchement, moi j'étais sur le plateau du débat, mais le pauvre, on le plaignait tous, quoi. Parce que le problème, c'est que l'aide à l'Europe telle qu'elle est aujourd'hui, c'est impossible. Non pas que l'Europe ne soit pas utile, mais parce que ce qui se passe en Europe aujourd'hui est impossible et qu'on ne peut pas se laisser doubler à gauche par la colère sociale. Et en même temps, il ne faut pas concourir à alimenter tout ce qui nous mettrait dans une logique nationaliste identitaire. Parce que le Brexit, c'est bien ça quand même. Et les gens qui disent on va voter Marine, il faut les pousser dans les retranchements. Parce que tu sors de l'Europe, tu fais quoi? Tu fermes les frontières à qui? Parce que en gros, est-ce que c'est le choix de la finance? On s'attaque à la finance ou on s'attaque à l'étranger pour régler notre problème? Et comment on redistribue de la richesse? Et donc, je crois que c'est cette bataille-là qu'il faut qu'on continue à mener jusqu'au 26, comme on a mené le fil du conducteur du TCE. Rappelez-vous, hein, on a gagné le non, mais on a gagné dans l'opinion le non de gauche. Et c'est ce qui a fait basculer in fine. C'est-à-dire qu'on a gagné sur on taxe la finance. Donc il faut qu'on arrive jusqu'au 26 à enfoncer les clous là-dessus. Je n'ai plus rien de... Si vous prenez votre moustache, il va falloir faire une défoncer. Parce que 15e, les amis, 15e sur la liste. Là, il faut qu'on fasse 25%. 25%. Donc, Je m'appelle Arthur Hay et peut-être que vous avez déjà entendu parler de moi. Je m'appelle Loïc Penn et vous avez peut-être déjà entendu parler de moi. Je m'appelle Marie-Hélène. Je m'appelle Lassana Batoui. Je suis Sarah Chaussy. Mariam Majidi. Je suis paysanne en Ardèche.
auteure et enseignante. Cécile Kuckerman, sénatrice de la Loire, conseillère régionale Auvergne-Rhône-Alpes. Je m'appelle Elina Dumont. Moi, c'est Lucie Martin. Je suis sur la liste européenne de Yann Brossa. J'ai 18 ans. Et je suis étudiante à Sciences Po Grenoble. Je suis médecin urgentiste à l'hôpital de Creil. J'ai été chef de service des urgences pendant quelques années. Récemment, j'en ai démissionné. Si on ne veut pas devenir un rouage ou de la dégradation de la qualité des soins, il faut décider de faire autrement. Avec des collègues, on a construit une coopérative de livraison à vélo et on a décidé de reprendre en main notre métier. Au niveau de l'Europe, la voix des ouvrières, on ne l'entend jamais. C'est une Europe qui est complètement déconnectée des gens. Mais il faudrait une Europe qui protège. Il faudrait construire un SMIC européen. S'il n'y a pas de SMIC européen, il y aura toujours le dumping social. Ça arrêterait aussi les délocalisations. Il y a seulement 36% de femmes au Parlement européen. Où est la parité? C'est à l'image de notre société que doivent être les parlements nationaux, les parlements européens. L'Europe a eu un pouvoir sur le monde agricole parce qu'elle décide de la répartition de la PAC, la politique agricole commune, qui est actuellement clairement en faveur de l'industrialisation de l'agriculture. Ce que le Parti communiste défend, et moi-même à travers mes actions quotidiennes sur ma ferme, c'est une agriculture paysanne, une agriculture à taille humaine, qui soit locale et durable et surtout respectueuse de l'environnement. J'ai accepté d'être sur la liste aux côtés de Yann Brossa. Quand j'ai fait des réunions à l'Union européenne, j'ai vu les lobbyistes balancer leurs gros mensonges aux gens qui vont faire les lois. Et je pense que la liste de Yann Brossa, elle représente des hommes, des femmes qui vont pouvoir bloquer ces intérêts uniquement financiers qui sont aujourd'hui portés aux députés européens. La santé, c'est pas une marchandise dans notre conception. Donc c'est là-dessus qu'on va encore porter le fer extrêmement fort. L'Europe d'aujourd'hui, elle détruit les services publics de proximité, elle prend peu en compte le milieu rural. Moi, je me bats pour que l'Europe devienne sociale, solidaire. Donc si on veut donner sa chance à l'Europe, redonner sa chance à l'Europe, il faut que ce soit une Europe qui nous apporte du progrès, pas de la régression.